Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Le pouvoir du pire de Philippe Pascot. Après avoir documenté et dénoncé les avantages des hommes politiques, avantages illicites, délits d'élus et du goudron et des plumes, illicites, pilleurs d'État, allez presque tous vous faire, pilleurs de vie et mensonges d'État, Philippe Pascot s'attaque au pouvoir sous toutes ses formes et pour la première fois au système Macron. Il pointe du doigt l'accélération de la duplicité du monde politique et des lobbies sur la gestion de la vie quotidienne des Français depuis 2017. Preuve à l'appui, il révèle comment le président, le gouvernement et le système politique en général manipulent l'information, font voter des lois en catimini et accélèrent les réformes liberticides pour construire une société de moins en moins démocratique. Avec le mélange de rigueur et de colère qui l'a rendu célèbre, il montre comment le pouvoir se sert des progrès censés nous faciliter la vie et de l'éloge du tout sécuritaire pour nous asservir et nous entraîner peu à peu dans un monde de soumission massive. Un brûlot saisissant et salutaire. Philippe Pascot a été maire adjoint d'Évry sous l'ère Manuel Valls, puis conseiller municipal, conseiller régional, président de la commission de formation pro et apprentissage d'Île-de-France. Celui qui a été fait chevalier des arts et des lettres, a fréquenté la plupart des élus politiques de premier plan et milite pour une transparence totale de l'exercice politique. Des notes sont disponibles sur les éditions papier et électroniques du livre. Avant-propos prémonitoire. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques comme celles de Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'éducation, pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité. Plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles, médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotionnel, l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est beau avec un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, de penser, de réfléchir. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une apologie constante de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité et de la consommation devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Gunther Anders. L'obsolescence de l'homme, 1956. Respect toujours. Je ne vais pas déroger à la règle que je me suis fixée depuis plusieurs années dans chaque livre que j'écris. Citer pour qu'on ne les oublie pas les noms de ceux et celles qui se battent pour des principes de liberté et de justice à travers le monde. La liste s'allonge car le mépris de la vie grandit chaque jour un peu plus. La liberté d'expression s'amenuise un peu partout. Le vivre ensemble s'éteint inexorablement à chaque coin du monde. Certains en payent le prix par de la torture, de la prison ou par leur vie. Laisser une trace, un nom, c'est déjà lutter pour que l'on n'oublie pas ou pour que cela ne se reproduise pas. Prendre le temps de lire leur nom, leur histoire, c'est aussi une manière de combattre. Que ceux que je n'ai pas cités m'excusent, la liste ci-dessous n'est pas complète. Elle ne le sera malheureusement jamais. Mahsa Amini, jeune femme de 22 ans tuée par les forces de sécurité iraniennes pour un voile mal porté. Hadis Najafi, âgé de seulement 20 ans, tué de 6 balles dans le corps et la tête lors d'une manifestation organisée dans la ville de Karaï, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Téhéran. Mohammad Mehdi Karami, jeune karatéka iranien de 22 ans, pendu pour avoir soutenu l'opposition iranienne. Alireza Akbari, 61 ans, pendu en Iran pour de prétendues corruptions sur terre et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements. Eddy, jeune homme de 28 ans, figure des Gilets jaunes,
condamné en France devant le tribunal correctionnel de Narbonne à 6 mois de prison ferme en France pour avoir simplement et uniquement relayé un message sur Facebook. Dom Phillips et Bruno Pereira, respectivement 51 ans et 41 ans, tués au Brésil par balle parce qu'ils étaient des défenseurs de la nature pour l'ONG Global Witness. Entre 2012 et 2020, 327 défenseurs ont été assassinés au Brésil, avec une forte augmentation des meurtres pendant le passage au pouvoir de Jair Bolsonaro. Nasser Zefzafi, condamné à 20 ans de prison au Maroc en 2018 parce qu'il dénonçait la précarité dans son pays. Shaniwa Chowdhury risque 10 ans de prison dans le sud-est du Bangladesh car il a publié un post sur Facebook pour défendre l'environnement. Il redoutait l'implantation d'une centrale électrique et dénonçait plusieurs faits graves, dont l'assassinat de 12 personnes lors d'actions de protestation contre cette centrale. Mortaza Beboudi, journaliste franco-afghan emprisonné en Afghanistan début janvier 2023. Accusé d'espionnage par le régime, il croupit en prison pour avoir fait son métier. Gauri Lankesh, journaliste hindou tué de 4 balles en septembre 2017. Elle enquêtait sur les fake news répandues par les pouvoirs en place, qui s'en servent comme d'une arme. Astia Jaghighi, blogueuse iranienne, et Amir Mohammad Ahmadi, son compagnon, ont été condamnés à 10 ans et demi d'emprisonnement pour avoir dansé sur la place de la Liberté à Téhéran en Iran. Ils ont 20 et 21 ans. Spéciale dédicace. À mes 5 petits-enfants pour l'instant. Eucalysse, Jasmin, Maxine, Léonce et Poema Saya qui me rappellent que je commence à être vieux mais qui me rajeunissent en même temps. À mon épouse, ma première correctrice. À Julian Assange, détenu dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni au seul motif d'une demande d'extradition formulée par les États-Unis. Il a eu le tort de publier des documents secrets sur des exactions américaines. À l'Assiette mijotée, le restaurant et partage à 5 €, salle La Margelle, 23, passage du marché, 59 000 Oisem, Lille. Au journal satirique Le Ravi, en région PACA, mort au champ d'honneur après 18 ans de parution. Il informait autrement, enquêtait, mettait le nez là où les grands médias ne vont surtout pas. Il était libre, ils l'ont tué. Le pouvoir n'aime pas les empêcheurs de tricher en paix. Au Canard enchaîné et tous ces journalistes qui, contre vents et marées, sans aucune publicité, sans industriels parmi les actionnaires, continuent inlassablement à dénoncer toutes les saloperies des uns et des autres, qu'ils soient de gauche, du centre, de droite ou des extrêmes. À Jean-Baptiste Ride, grand échassier au bras levé, qui promène ses pancartes sur toutes les manifestations humaines et revendicatives de France et de l'étranger. À Geneviève de Fontenay, que j'aime. Celle qui ne se taira jamais parce que ce n'est pas dans sa nature, et qu'il y a encore tant d'injustices à dénoncer. À Michèle Rivasi, députée européenne qui n'a jamais retourné sa veste dans sa lutte contre la corruption à tous les étages. À Christine Devier-Joncourt, femme courageuse que j'admire car elle s'est battue seule contre tous et contre un système où quelques-uns pensent que des vies valent moins que leurs profits. À Isabelle Attard, une des pas assez nombreuses députées hyper honnêtes que j'ai eu l'honneur de côtoyer, qui n'a pas été réélue parce qu'elle refusait de ne pas l'ouvrir, entre autres. À Jamel Bouaban, Fawzi Sevran, David Libeskind, Sandra Stella, Thierry Darphin, Mélanie Pelliccia et son mari, Cyril Beaumont, Julien Nicolet, Nathanaël Ramfefté, Priscilla Ludowski, Jean-Christophe et Nathalie du Rond-Point de Bandol, Jean-Claude Goni et tant d'autres. Des citoyens qui ont de vraies convictions profondes, sincères, de justice sociale et de partage, contrairement à certains losers, fans du selfie ou de la chaîne YouTube, qui surfent sur la vague d'un succès éphémère qui leur monte à la tête. À Paul François, agriculteur qui a osé s'élever contre Monsanto et qui a gagné. Il vient de se faire agresser, sans doute à cause de sa ténacité et son courage. À Patrick Potier, compagnon de route professionnel durant plus de 40 ans, technicien ingénieur du son à la Halle du Rock, qui m'a presque toujours suivi dans mes folies professionnelles constructives. À Jean-Claude Douillard, compagnon de route de la vie à qui, malgré son caractère de cochon qui ne s'améliore pas avec l'âge, a toujours et aura toujours mon estime et mon respect. À Didier, Pascal, Tony, Julien, Moise, Olivier, Olive, etc., coursier et chef coursier à la CA Évry-Centre-Essonne qui, malgré ma mise en sarcophage de 7 ans, m'ont toujours envoyé des petits signes discrets de soutien et d'amitié.
À tous ceux qui continuent à me soutenir sans défaillir, alors que le temps s'écoule en donnant l'impression que rien ne bouge. Je ne dédicace pas ce livre à « Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps ». Un certain président la République, obtus et tellement orgueilleux qu'il est incapable d'écouter autre chose que les propos des courtisans qui le flattent. Le mensonge et les trahisons sont devenus ses règles de conduite. Il incarne le pouvoir du pire dans toute sa laideur. Un certain préfet de Paris, de sinistre réputation, serviteur plus que zélé d'un pouvoir apeuré. Pendant 3 ans, il a sévi en répandant la peur au sein du peuple et de ses subalternes. Une haute estime de soi et un mépris total du peuple. Madame, nous ne sommes pas du même monde. Le pouvoir du pire dans toute sa servilité. Un certain avocat inscrit au barreau de Marseille, qui m'a fait perdre le seul procès que j'ai eu sur mes 8 livres sur la corruption. Il a oublié de déposer le pourvoi en cassation. Le pouvoir du pire dans toute sa confrérie malsaine. Quelques journalistes, ils ne sont pas tous comme ça, peureux et obséquieux qui, en lisant ces quelques lignes, vont commencer à avoir une diarrhée de peur et trouver tous les prétextes pour ne pas parler du livre et prendre le risque de froisser le pouvoir qui les nourrit. On prend le même et on recommence. Le temps continue à s'écouler, et l'histoire est malheureusement exactement la même. Je relis ce que j'avais écrit en préambule, il y a déjà quelques années. Hormis quelques dates à changer, quelques mots à transformer, quelques faits à replacer, rien ou presque n'a bougé. Je suis encore devant mon écran et j'ai envie de vous dire, de vous écrire que nous ne sommes qu'à quelques encablures d'un monde où de plus en plus, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Un endroit où le mensonge d'État, les pillages de vie, les trahisons politiques, les retournements de veste deviennent des arguments de gestion politique. Une banalité écœurante mais réelle que nous subissons maintenant quasiment tous les jours. Un univers où les pilleurs de vie ont les clés de l'information, de la pseudo-liberté d'expression et de la gestion de nos vies. Un quotidien où les pilleurs d'État ont pignon sur rue et bénéficient d'une impunité quasi garantie. Une vie où à chaque instant, les pouvoirs du pire prennent de plus en plus de place. Pourtant, lors de l'écriture de Mensonges d'État, Max Milo, mon dernier livre, j'étais de bonne foi certain d'avoir fait le tour de la question. Quand Macrotte, de Bic, je sais, il ne va pas aimer mais cela m'amuse, est arrivé au pouvoir, j'ai cru l'ombre d'un très court instant que l'ère des magouilles et des tripatouillages allait régresser. J'ai espéré, quelques courtes secondes, qu'un vent de salubrité allait balayer les impuretés qui jonchent depuis trop longtemps le rivage de la vie politique française. Il m'a menti sur le casier vierge pour être élu, et 2 jours avant le 2e tour de 2017, voir les détails dans le précédent livre, il m'a envoyé un sbire pour me dire que cela ne se ferait pas. Un menteur ce mec. Très rapidement, on s'est grave mis le doigt dans l'œil. Chaque année, chaque mois qui passe apporte un peu plus de régression sociale et humaine pour l'ensemble de notre société. Nous sommes en 2023, et rien n'a changé sauf le pire qui devient chaque jour un peu plus prégnant pour tous, du moins pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Dans le rapport Oxfam 2023, il est stipulé que depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté près de 2 fois plus de richesses que le reste de l'humanité. En 2021, en France, la part distribuée des bénéfices nets de 27 groupes français du CAC 40 ayant publié leurs résultats aux actionnaires a passé la barre des 100 milliards. L'année 2020 avait été une petite année avec seulement 34 milliards de bénéfices nets. Ils multiplient leurs bénéfices avec l'aide de l'État et licencient pour augmenter leurs profits. La majorité de ces entreprises ont en outre bénéficié des aides de l'État, comme le chômage partiel, dans le cadre du fameux « quoi qu'il en coûte » pour les aider à surmonter la crise de 2020. Dans le même temps, Sanofi, Michelin, Renault, Société Générale, Airbus et quelques autres ne se sont pas gênés pour licencier à tout va. En sachant bien entendu que au final, le « quoi qu'il en coûte », c'est nous et nous seuls qui allions le payer. N'y aurait-il pas comme un bug ? Où est passé ce nouveau monde qui devait profiter à tous ? Si les entreprises ont dû licencier à cause de la crise entraînée par la pandémie, le ralentissement des échanges, etc., et en même temps ont reçu autant de subventions publiques, comment accepter les bénéfices nets historiques et indécents qu'elles ont accumulés dernièrement ? Durant la pandémie, à qui a profité le fric ? Se poser ces simples questions donne déjà la réponse. Nous avons tous vu la loi de moralisation bidon qui ne change rien,
mais habillent du même costume d'impunité les hommes et femmes politiques de France. Nous avons vu la loi miroir aux alouettes sur le non-cumul des mandats, qui rejoint les règles sur lesquelles s'assoient joyeusement élus de droite et ou de gauche. Même ceux qui, dans l'opposition, avaient signé une charte de non-cumul, ne la respectent pas. Ce n'est pas Sonia Chikirou et Paul Vannier de la France insoumise qui vont me dire le contraire. Nous voyons tous les jours que le renforcement législatif du secret des affaires bloque de plus en plus souvent les investigations sur la corruption. Un des exemples les plus flagrants a été, 4 mois à peine après la transposition de la directive européenne décriée et la loi de 2018 protégeant le secret des affaires, quand Le Monde, qui enquêtait sur les scandales multiples des défaillances du système de surveillance des dispositifs médicaux tels que les pompes à insuline, les implants mammaires et autres pacemakers. Ils se sont vus refuser des documents pouvant faire avancer l'enquête et trouver les coupables. Même la CADA, l'organisme pourtant habilité à vous donner l'accès aux documents qu'on vous refuse par mauvaise foi, a rejeté la demande des journalistes au motif des secrets de l'industrie et des affaires. Nous assistons à la destruction du Code du travail, qui facilite les licenciements abusifs et les abus de quelques patrons. Nous assistons à la remise en cause ouverte des acquis sociaux, aux atteintes intolérables à la retraite durement acquises par nos anciens. Nous sommes les témoins impuissants de la destruction progressive de l'école et des hôpitaux. Nous subissons tous les jours un peu plus la liberté d'expression qui se restreint insidieusement. Il n'y a qu'à regarder Julian Assange que l'on laisse croupir en prison, les procès bâillons intentés par Bolloré, les attaques de Drahi contre le petit média Reflet, la fermeture injustifiée et avec une méthode malhonnête du média RT, les facilités octroyées aux plus riches, les lois permissives à sens unique qui fleurissent à marche forcée. Je hurle de douleur à voir la privatisation des services publics se mettre en place, le largage vers le privé des bijoux de famille comme la Française des Jeux, le loto qui est un des seuls impôts que les gens sont contents de payer et qui rapporte vraiment toutes les semaines, la vente de 150 barrages hydroélectriques. Je pleure et j'enrage encore de la suspension injustifiée et débile des infirmières, pompiers, dentistes, médecins, etc., durant la pandémie. Je pleure, je hurle, vous savez, vous voyez, et nous bougeons de moins en moins, laissant cette minorité dominante nous bouffer de plus en plus la laine sur le dos. J'ai toujours du mal à me taire, de plus en plus de mal. J'ai donc à nouveau décidé d'en remettre une louche, une petite louche. Juste pour que ceux qui sont la masse, le peuple, les gens se rendent un peu plus compte qu'aujourd'hui, mais c'était commencé hier, nous nous dirigeons à grands pas voire à marche forcée vers une dictature insidieuse et silencieuse que nous aurons, en plus, nous-mêmes mise en place. Ce que l'on nous vend comme des espaces de liberté, de progrès et d'indépendance individuelle, ne désigne que des prisons dont nous avons nous-mêmes acheté le cadenas alors que les vendeurs en gardaient la clé. Encore une fois, n'en déplaise à mes détracteurs, je ne suis dans aucun camp destructeur de tout et ou complotiste à tout va. Je ne suis pas anti-un tel ou pro-machin, je ne suis pas un anti-vaccin, juste anti-armes pas au point, je me contente de regarder, de trouver et d'étayer des faits, preuve à l'appui. Je veux bien reconnaître un brin d'impertinence, parfois, un soupçon de défense exacerbé à outrance du petit face au gros. J'essaye de rester impartial, c'est difficile parfois, mais je ne peux m'empêcher de prendre parti quand l'injustice et la malhonnêteté sont trop flagrantes dans ce que je découvre. Malheureusement, en me penchant un peu plus sur nos chers élus, je me suis aperçu qu'ils se tenaient souvent main dans la main avec des industriels, des trusts, des faiseurs d'affaires. Petit à petit, des secteurs entiers de notre vie passent sous la coupe de ces gens qui agissent en pilleurs de vie, de notre vie. Je ne peux pas faire grand-chose et je peux faire beaucoup à la fois. Dire, écrire, relater, prouver, permettre à chacun de se forger une idée face à la transparence des faits que la plupart du temps on tente de nous cacher. Essayer d'être un petit éveilleur de conscience. Petit scribouillard je suis, toujours pas un lanceur d'alerte. Je refuse avec force, encore et toujours, l'appellation de lanceur d'alerte. D'abord, ce titre commence allègrement à être galvaudé à cause de sa médiatisation à outrance. Aujourd'hui, celui qui dénonce son chef de service car il détourne quelques boîtes de trombone devient, dans un article du petit blog local, un lanceur d'alerte quand il balance à la cantonade son pétard mouillé. Puis il se pare du manteau du justicier et part à l'assaut de tous les médias environnants. Certains même
hurlent aux loups car ils ne comprennent pas que le vol de trombone à Pétaouchnok n'est pas à la une de tous les journaux nationaux. Je commence malheureusement à voir trop de personnes en mal de reconnaissance qui s'autoproclament lanceurs d'alerte. J'en ai même rencontré un qui avait eu la bonne idée de l'inscrire sur ses cartes de visite, qu'il distribuait allègrement au gré de ses rencontres journalistiques. Il était fier, on aurait dit que c'était son métier. J'ai trop de respect et d'admiration pour les Denis Robert, Raymond Avrier, Antoine Deltour, Stéphanie Gibault, Céline Boussier, James Dunn, Jean-Luc Touly, Yasmine Motardjemi, Françoise Nicolas, Georges Domergue, Hervé Le Breton, Michel Chamard, Irène Frachon, Julien Assange, Edward Snowden, Karim Ben Ali, Jeffrey Wigan et bien d'autres, je ne peux tous les citer, pour oser penser une seule seconde que je pourrais leur arriver à la cheville et être ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Je ne mérite pas ce titre, tout au plus celui de petit scribouillard débrouillard et tenace. Pour trouver une image plus ludique, je veux bien être comparé à un chien de berger, le bon gros toutou qui défend le troupeau contre les loups, un bon gros qui commence à être vieux, toutou de montagne qui devient une terreur incontrôlable si un prédateur s'approche de trop près du troupeau dont il est responsable. Je n'y crois pas et pourtant c'est pire. Il m'arrive de relire plusieurs fois mes notes et pendant plusieurs semaines de chercher d'autres preuves tant je n'arrive pas à croire que les trusts, pas tous, les politiciens pas tous, nos dirigeants pas tous, et leur pouvoir pourtant éphémère ont si peu conscience qu'ils nous vendent, nous pillent, nous spolient sans vergogne aucune. Ce qui me perturbe encore plus, c'est la bonne conscience qu'affichent tous ces pilleurs de vie. Longtemps, je me suis dit qu'ils ne devaient pas dormir le soir en sachant ce qu'ils venaient de faire dans la journée. Eh bien non, ces gens dorment souvent mieux que nous tous, du sommeil du juste, dit-on, ou de celui qui a bien rempli ses poches et sa journée. L'escroc de base pense souvent que la victime n'a qu'à être moins bête, ce n'est donc pas de sa faute, il a donc bonne conscience. Le politicien décide pour nous mais lui sait ce qui est bon pour nous et la société qu'il dit représenter, et après tout on a voté pour lui, il a donc bonne conscience. Le trust et l'entrepreneur vendent des produits frelatés, des armes destructrices, polluent définitivement l'atmosphère que nous respirons, mais ils créent des emplois et participent à la richesse de la nation, surtout la sienne, ils ont donc bonne conscience. Souvent, celui qui ordonne votre mort sociale, professionnelle, voire physique dans certains pays, dîne tranquillement en famille, participe le dimanche à des œuvres de charité ou se retrouve en groupe pour s'autoféliciter des décisions prises avec courage afin de redresser le pays et de remplir les poches de quelques-uns. Il a bonne conscience. Pendant ce laps de temps, vous êtes au bord du suicide car vous ne savez plus comment payer vos crédits, nourrir vos enfants depuis votre licenciement et ou la fermeture de votre usine pourtant bénéficiaire. En plus, vous avez 50 ans et vous savez qu'aucun emploi ne vous sera proposé. Vous regardez votre maison que vous ne pouvez plus payer. Et vous n'avez pas bonne conscience. Vous attendez au fond d'une geôle le pas de celui qui vous emmènera au gibet où on vous mettra une balle dans la nuque. Vous êtes encore jeune, vous savez que vous auriez pu faire plein de choses de votre vie, vous savez que la femme que vous aimez va vous pleurer, vous comprenez que votre famille va pâtir de longues années de votre engagement. Et vous n'avez pas bonne conscience. Vous ouvrez votre frigo et il ne vous reste qu'un yaourt, 3 bricoles immangeables et périmées, vous devez nourrir vos enfants, et votre RSA a servi à payer le loyer et la réparation imprévue de votre voiture poubelle. Ce jour-là, en regardant les yeux de vos enfants qui ne peuvent pas, qui ne doivent surtout pas comprendre votre détresse, vous n'avez pas bonne conscience. La conscience du bien est élastique, surtout vers le pire. Tous ces humains, engoncés dans leurs pouvoirs respectifs, vivent en vase clos, entourés souvent et de plus en plus, à mesure de la montée ou de la réussite, d'un aréopage de courtisans ou d'assistants qui ne sont là que pour les conforter dans leur magnificence. Politiques et hommes d'affaires mangent, dorment, habitent les mêmes quartiers, se fréquentent et se marient ensemble. Ils ont reproduit les castes d'antan et vivent enfermés dans leur château doré. Ils s'autocongratulent. Ils ont en général une très haute estime d'eux-mêmes, en même temps que beaucoup de commisération pour ceux d'en bas. Ils ne doutent presque jamais, et sont tous persuadés de travailler pour le monde. Leur conscience, celle qui permet de savoir si ce que l'on fait est bien ou mal, obéit à la loi de leur monde à eux, et la notion du bien se délite, se réduit, se justifie ou s'oublie inconsciemment quand ce qui vous entoure obéit aux mêmes règles de vie et ou de décision que vous. Je ne compte plus les nombreux humains,
que j'ai vus en peu de temps se transformer en individus exécrables à mesure qu'ils progressaient dans le monde syndical, politique, du showbiz ou du monde des affaires. La lumière, pourtant artificielle émanant de ces premiers de cordée, attire une multitude d'insectes qui n'ont qu'une seule idée, s'approcher. Ceux qui les entourent sont sous le charme ou la béatitude. Ils ont le sentiment d'être physiquement près de Dieu, ou alors ils craignent d'être bannis, rejetés, éjectés du cercle dans lequel il faut être pour toucher une parcelle du pouvoir. Ils participent au sentiment de toute puissance par la non-remise en cause de ce que dit et fait leur mentor ou employeur. Petit à petit, ou rapidement pour certains, on goûte aux dorures, à la puissance que vous donne le regard des autres. Tout le monde perd pied, oublie son passé, craint de perdre son présent et son pouvoir illusoire. La morale s'éloigne doucement, l'élastique de la conscience s'étire, s'étire, s'étire. Moi-même, j'ai craqué devant le pouvoir. Je comprends d'autant mieux ce système d'absolution réciproque ou de soumission que moi-même, une ou deux fois ou trois, j'ai laissé faire, préférant regarder ailleurs le forfait qui se déroulait devant mes yeux. J'en ai encore honte, mais je l'ai fait. À la mairie d'Évry, je me suis écrasée alors que Manuel Valls, salut à toi Manu, devenu Dark Vador, si tu me lis, nous demandait de voter la mise à mort politique et injustifiée de son premier adjoint Xavier Mataran. Quelquefois aussi, je me suis retrouvée à avoir un besoin pressant et urgent d'uriner juste avant un vote dont l'objet me mettait mal à l'aise. Ce n'est pas moi, je n'étais pas là, je ne suis pas coupable, je ne l'ai pas voté, sont quelques-unes des excuses déculpabilisantes que l'on emploie pour marquer sa désapprobation au sein d'un groupe, de votre famille, comme on dit, avec laquelle vous avez obligation d'être solidaire. C'est une règle, la meute fait ce que dit le mâle alpha. D'ailleurs, cela m'amuse beaucoup aujourd'hui quand je constate que de plus en plus de députés de la majorité présidentielle au pouvoir squattent les toilettes de l'Assemblée nationale lors de votes sur des sujets pour le moins tendancieux. Quand je vois le nombre d'absents pour des votes importants de ce pouvoir du pire, vote catastrophique souvent pour le devenir des populations, je pense qu'il va bientôt falloir ajouter quelques toilettes supplémentaires au Parlement, au moins pour les 3 ou 4 ans à venir. C'est dur d'être courageux en permanence, d'affronter le conflit, le regard réprobateur du reste des moutons serviles. C'est dur de relever la tête alors que ceux qui vous entourent la baissent. C'est dur d'être l'empêcheur de tourner en rond, celui qui veut gripper la machine ronronnante du système, celui qui l'ouvre alors que tout le monde acquiesce. C'est dur aussi de retourner la table et de partir en furie quand on désapprouve ce qui se passe. À chaque fois, vous savez que les emmerdes vont arriver. À la seconde où vous criez à l'injustice, vous êtes déjà sûr que même au sein de votre clan, de votre famille, de vos amis, les réflexions vont fuser. Celles qui reviennent le plus sont amusées comme « tu ne pouvais pas t'en empêcher ?» Interrogatives telles que « mais qu'est-ce que tu avais encore besoin de l'ouvrir ?» Empreintes d'une pointe de lassitude parfois, du type « tu ne crois pas qu'on a déjà eu assez de problèmes ?» À chaque fois on se pose la question du « pourquoi je fais ça ?» et du « pourquoi je l'ai ouvert ?» Je n'ai jamais pu répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours l'envie de défendre la veuve et l'orphelin, le petit contre le gros. Mon égoïsme personnel sans doute. À chaque fois, je repense à ce que m'a dit l'abbé Pierre que j'ai eu l'honneur de fréquenter un tout petit peu. Le meilleur des égoïsmes est celui que l'on place dans les yeux d'autrui. C'est vrai, fondamentalement et viscéralement, nous sommes tous des égoïstes en puissance. Mais il y a 2 sortes d'égoïstes sur Terre, ceux qui se regardent le nombril et ceux qui se regardent dans les yeux des autres. Je pense humblement faire partie de la 2e catégorie. À chaque fois que je rencontre 2 de mes copains psychanalystes de leur état, ils veulent me psychanalyser, depuis au moins 30 ans ça ne me rajeunit pas. Ils veulent comprendre pourquoi je suis comme je suis, un cas d'école selon leurs termes. Ma réponse invariable depuis 30 ans, les fait hurler de rire et de désespoir simultanément. Dès lors qu'ils me paieraient chaque séance, et en liquide, s'il vous plaît, j'accepterais d'aller me coucher sur leur canapé à soupir pour qu'ils comprennent le camp du pourquoi de mon comment. À chaque fois, je repense au combat passé et je me rends compte de la kyrielle de soucis vécus. Comme ma carrière professionnelle ralentie ou ma carrière politique stoppée net, les menaces voilées ou directes qui ont étayé certains dossiers sensibles, les peurs solitaires que je gardais au fond de moi, les pleurs de rage et de colère rentrées, ce que personne n'a jamais vu, quand parfois le danger s'approchait trop près de ma famille ou de mes enfants.
À chaque fois, je me dis quelques courts instants que j'ai eu tort, que c'est la dernière fois que je bouge, que je l'ouvre car de toute manière cela n'a pas changé grand-chose, le combat du moment n'est qu'une goutte d'eau claire dans un océan opaque. Régulièrement, une petite voix me souffle que je perds mon temps et ma vie à essayer de faire bouger des lignes que le système ou les gens remettent aussitôt à la même place. À chaque fois que je me remémore les combats perdus ou gagnés, je constate l'ingratitude fréquente de ceux pour qui on se bat. Je revois ceux qui arrivent en vous félicitant, uniquement quand la bataille est terminée. Ils précisent toujours et à voix haute, pour que tout le monde entende, avec fierté et trémolo dans la voix qu'ils vous soutenaient depuis le début, alors qu'ils étaient bien calfeutrés derrière leur porte cadenassée à triple tour au cas où vous auriez eu besoin d'entrer. Ce sont les mêmes qui vous enfoncent en précisant aussi fort et à tue-tête qu'ils vous avaient prévenu, que vous n'aviez qu'à les écouter, qu'il ne faut vous en prendre qu'à vous-même lorsque par malheur vous perdez une bataille. Il y a aussi, et c'est pour moi les plus marrants tout en étant les plus désespérants, ceux qui s'attribuent le mérite du travail accompli. À les en croire, c'est uniquement grâce à eux si vous en êtes arrivé là, alors que vous savez qu'ils n'ont rien foutu. Je suis tellement soufflé que j'en suis à la limite de l'admiration de voir avec quel aplomb ces gens se mentent à eux-mêmes, jusqu'à être persuadés qu'ils disent la vérité. Croire qu'on est dans la vérité, j'ai rencontré ce phénomène plus que souvent chez les politiques, les industriels mafieux. Ils s'auto-persuadent qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne trichent pas, qu'ils ne pillent pas. Ils ne polluent jamais, ces gens-là au contraire ce sont des bienfaiteurs. Ils permettent à beaucoup de familles de manger grâce au travail qu'ils fournissent, et les politiques ne votent que des lois pour le bien de chacun. Tout le monde sait ça, c'est une blague là ? Ils ont le pouvoir, ils choisissent ce que nous devons subir et comment nous devons vivre, et ils ne comprennent pas que nous ne disions pas merci. Je ne peux pas me taire, et j'en ai plus que souvent payé le prix. Le pouvoir se venge toujours. J'assume. Mais parfois c'est dur. Au boulot, j'ai quitté le confort sommaire d'un placard pour survivre durant 7 ans dans un sarcophage. À chaque fois, je repense au placard dans lequel je me suis retrouvé rapidement à la parution de mon premier livre, Délit d'élu, coécrit avec Graziella Rioux-Archaoui et paru chez Max Milo en 2014, au ami chef de service qui d'un seul coup faisait un détour dans le couloir pour ne pas passer devant le petit bureau KGB que l'on m'avait octroyé. C'était le jeu et ma foi, le placard n'était pas si sombre. J'avais de la lumière du dehors, et j'étais toujours au siège de la communauté d'agglomération d'Evry-Centre-Essonne. Je voyais du monde, j'avais encore accès à la cafétéria, je pouvais circuler dans les couloirs, me rendre dans les étages. Mais j'ai continué à écrire. Grave erreur pour certains qui, officiellement, ne pouvaient rien me dire sans risquer les foudres de l'étouffement de la liberté d'expression. En plus, mes livres se vendaient bien, pas les leurs. Pour se venger ou grâce à la servilité des subalternes, aucune bibliothèque de l'agglomération n'a jamais mis un seul de mes livres en rayon, contrairement à ceux de Manuel Valls, un de mes patrons, et de quelques autres élus en vue. On se venge comme on peut. Je repense à mon passage de l'endroit placard à l'endroit sarcophage. C'était juste après la parution de Pilleurs d'État Max Milo, 2015. Un lundi matin où je rentrais de congé, quand Mouez Abdelmoumen, le chef des coursiers, m'a annoncé, un peu embêté quand même, c'est un type sympa, que je devais déménager dans la journée. Comme on se connaissait bien et depuis longtemps, j'ai réussi à négocier avec lui un jour de rab, le temps de faire mes cartons et de dire au revoir, adieu, en catastrophe à quelques collègues avec qui je bossais depuis plus de 20 ans. Je revois mon nouveau bureau, un vrai sarcophage, loin du siège de l'administration à Rissorangis, au lieu-dit Le Plan. Une pièce sans aucune fenêtre, qui devait initialement servir pour stocker du matériel sono. Une grande grille type Fleury-Mérogis pour accéder à un SAS fermé qu'il fallait aussi franchir avant de pouvoir venir me voir. Pas de réseau pour le portable dans cette pièce, un ordinateur capricieux qui fonctionnait une fois sur deux, une imprimante en panne qu'on m'a changée au bout de 2 ans de demandes réitérées, et mon téléphone de bureau qui a sonné pendant 3 mois au bar de la pièce d'à côté, je me disais bien que personne ne m'appelait. Aucune signalisation de l'endroit où j'étais. Le bonheur absolu pour un type actif comme j'étais. Je repense à mon secrétariat déplacé, disparu et jamais remplacé, à mon budget de fonctionnement réduit à une simple obole, aux tentatives pour me décourager et me pousser à la démission.
plusieurs chefs sur ordre ont essayé de me pousser à la faute. Le premier a fini sous-préfet, en remerciement de sa servilité. Une deuxième, plus vicelarde, a été jusqu'à m'accuser auprès d'élus de l'avoir menacée physiquement. Elle est partie la queue entre les jambes dans une grande ville millésimée. Depuis son arrivée, plusieurs de ses subalternes pleurent. Aucun n'a réussi à me briser, même si parfois dans mon sarcophage, je pleurais à chaudes larmes, seule, pour que personne ne voie. Durant 7 ans, j'ai signé tous mes messages, mails et ou courriers administratifs d'un pépé de son sarcophage. Ça a beaucoup fait sourire, mais n'a jamais inquiété ou outré aucun de mes supérieurs. Ma dernière chef directe, on dit N+1, n'a jamais eu le courage de mettre un seul pied dans mon bureau sarcophage. Elle se shootait aux antidépresseurs 8 jours, avant de me convoquer à mon évaluation annuelle. Bizarrement, ma note, avant que l'administration ne supprime cette tradition, était passée de 18 sur 20 à 80e sans que l'on soit en mesure de m'expliquer pourquoi. Petit à petit, au fil des jours puis des mois et des années, ma disparition s'est organisée au sein de la collectivité territoriale. Je n'étais plus invitée aux réunions de chefs de service alors que j'étais catégorie A. Je n'étais plus conviée aux réunions de directeurs de structure. Plus un seul article dans le journal de l'Agglo, sur les actions que je menais encore avec les musicos de la Halle du Rock. Je ne voyais plus personne, les nouveaux collègues ne sachant même pas que j'existais. Mon invisibilité est devenue de plus en plus effective. J'avoue que les premiers mois j'ai pensé à tout faire sauter, au sens propre. Et je me dis que j'ai eu raison de m'en dispenser. J'ai tenu 7 ans avant de prendre ma retraite méritée fin novembre 2022. J'aurais dû comprendre la leçon. Pourtant, je recommence aujourd'hui. Sans parti pris, un peu quand même, très beaucoup cette fois-ci, ni mauvais esprit. Un gros zeste d'impertinence, je ne vais pas me refaire. J'ai toujours envie de lutter en regroupant des données éparses, en réunissant des preuves et en accumulant des exemples, qui, mis bout à bout comme je sais le faire, vont vous donner une vision globale du pire qui s'organise autour de nos vies, de notre santé, de notre environnement, de tout ce qui constitue notre vie. J'aurais honte alors que j'en ai pris conscience, de laisser seuls, sur le terrain de l'injustice, ceux qui se battent au quotidien. Comme d'habitude, je ne peux tout mettre dans ce livre, et je m'en excuse d'avance auprès de ceux qui à chaque fois me tombent dessus en trouvant inconcevable que je n'ai pas dénoncé tel élu dont chacun sait qu'il est un truand notoire, que je n'ai pas tenu compte de telle facette de ce qu'il nous prépare, que j'ai oublié de parler de tel ou tel truc. Je n'ai pas tout mis, je suis seule à rédiger. Il me faudrait 100 ans pour tout référencer, trouver, prouver. J'ai choisi de manière totalement arbitraire ces pouvoirs du pire en fonction de mes états d'âme, de ce qui me tient à cœur et surtout des preuves que je trouvais pour étayer mes propos. Donc, pardon d'avance à ceux qui trouveront une fois de plus que je n'en fais pas assez. Si on ne le fait pas, ce n'est pas eux qui vont s'y coller. C'est aussi un constat imparable que personne ne peut remettre en cause. 99,9% des scandales politiques, 99,9% des scandales alimentaires, 99,9% des scandales environnementaux, 99,9% des scandales pharmaceutiques sont révélés par des individus courageux et non par les institutions elles-mêmes. C'est parce que nous pouvons encore faire surgir la transparence que les abus reculent. C'est parce que nous relevons la tête qu'une partie du ciel continue à être bleue. Et c'est parce qu'il existe encore des contre-pouvoirs que la dictature ne s'installe pas. Sans ces motivations, j'aurais du mal à remplir ma vie, cette vie éphémère que certains passent leur temps à perdre en essayant de piller celle des autres. Je me rends compte aussi que j'agis d'abord pour moi et ma simple conscience. L'analyse du reste, du pourquoi ou du pour qui a de moins en moins d'importance. Petit message subliminal pour mes potes psychanalystes. Quand je vous disais que je n'étais qu'un égoïste. Les ceux qui savent tout donc, ce n'est pas la peine de le dire, vont encore me tomber dessus en affirmant que j'enfonce des portes ouvertes, que je raconte ce que l'on sait déjà. Eh bien oui. Depuis Délit d'élu, mon premier livre je raconte ce que tout le monde sait mais de façon parcellaire et étalée, donc espacée dans le temps. Quand j'ai répertorié tous les avantages et les privilèges des élus dans Pilleurs d'État, les populations se sont rendues compte de l'énormité de ce que s'accordaient nos représentants. C'est uniquement quand j'ai répertorié un à un les 396 métiers qui exigent un casier vierge pour travailler, que l'on s'est rendu compte que c'était anormal qu'un élu ne soit pas obligé d'en avoir un.
Voir la petite goutte d'eau qui fuit d'un robinet n'affole pas les masses. Après tout, ce n'est qu'une petite goutte d'eau qui tombe chaque seconde. Mais quand on a sous les yeux l'étendue d'eau qui est perdue au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il aurait mieux valu réparer ou fermer le robinet défectueux. Il en est de même avec les passe-droits et autres cadeaux que s'accorde l'entre-soi. Un seul qui passe, ça va, plusieurs, bonjour les dégâts. De plus, et c'est humain, la répétition des faits banalise les méfaits et la mémoire collective les efface rapidement. Chaque jour nous apporte sa coulée de boue qui recouvre la précédente. Il arrive un moment où l'on n'y prête plus attention. Ce livre est l'occasion d'une grosse piqûre de rappel. Il va traiter du pouvoir du pire, c'est-à-dire de ce que la société d'aujourd'hui va devenir dès demain ou plus tard. Depuis mes précédents livres et mes avant-propos, la réalité n'a pas bougé, c'est juste le pouvoir du pire qui a explosé. Or, ce pouvoir sait s'arranger pour nous laisser croire que tout va mieux. Le pouvoir nous propose du progrès qui ne sert que les intérêts de quelques-uns. Il nous promet une vie meilleure pour chacun à la condition que nous acceptions d'être des moutons qui suivent exactement et seulement le chemin qu'il nous trace. Le pouvoir nous protège de plus en plus, dit-il, à condition d'accepter une surveillance de tous les instants. Le pouvoir nous dit que tout va bien, et nous devons le croire car c'est le pouvoir qui le dit. Il oublie fortuitement de préciser que oui, ça va mieux, mais juste pour ceux d'en haut, calfeutrés dans les tours d'ivoire dont ils ne sortent jamais, entourés de miradors que des nervis aux ordres défendent à coups de grenades crève-yeux sans même se rendre compte qu'ils ne sont que des pions qui tirent sur d'autres pions et que le pouvoir les lâchera en cas de bavure trop voyante. Je le dis depuis des dizaines et des dizaines d'années, le pouvoir n'est intéressant que partagé. Pour d'autres, le pouvoir n'est intéressant que s'ils peuvent se le garder. Officiellement, la France va mieux. Sauf pour les Français. Pour eux, c'est de pire en pire. Ça va mieux, on sort du tunnel, les choses s'arrangent, le chômage baisse, l'inflation est jugulée, les hôpitaux et les urgences remontent la pente. Les EHPAD? Tout est réglé. L'école? Plus de problème, PAP Ndiaye est là. Puisqu'on vous dit que la France va mieux. La preuve? La bourse porte à merveille et les entreprises n'ont jamais fait autant de bénéfices. Que voulez-vous de plus? Ce sont quelques-unes des notes de musique qui, petit à petit, entrent dans la tête des journalistes. Ils régurgitent sans réfléchir la pâtée prémâchée qu'on leur sert pour calmer le mécontentement d'un peuple qui souffre un peu plus chaque jour. Quelques journalistes plus obséquieux et bien connus de tous s'empressent d'en rajouter pour complaire le pouvoir en place. Les articles deviennent redondants, on reprend les chiffres qu'on vous donne sans vraiment les vérifier, et on publie de suite pour ne pas être à la traîne ou se faire doubler par le concurrent. Petit à petit, les voyants de la société française passent ou vont passer au vert. L'accumulation et la multiplication sournoise des feux verts dans plusieurs secteurs redonnent une image vivifiante à la France. Les indécis s'engouffrent dans la sérénité rassurante des informations données. C'est tellement plus pratique pour leur conscience. D'autant que la presse étrangère reprend les titres des journaux français lénifiants. Chacun en haut, tout en haut, se glorifiera d'être l'auteur du redressement de la France avec un grand F pour finir. L'étau se refermera un peu plus sur ceux qui oseraient contester quoi que ce soit, les renvoyant définitivement dans le camp de ceux qu'on nomme les complotistes. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, sans être complotiste, on s'aperçoit très vite que la vie que l'on nous vend n'est pas aussi belle qu'annoncée. En étant un peu curieux, si on soulève le tapis, celui qui recouvre les faits, on commence avec étonnement par ne pas croire ce que l'on découvre. De plus, si poussé par une simple petite envie de vérité on ne se contente pas de la parole du pouvoir et que l'on vérifie ce que d'autres veulent nous laisser croire, on tombe de haut et on comprend très vite que la soupe qu'on nous sert est frelatée. Et si on arrête de la manger bêtement, mécaniquement tout en regardant béatement Cyril Hanouna et sa clique, qu'on pose sa cuillère juste quelques secondes, et qu'on baisse les yeux pour regarder ce qu'elle contient, on y découvre un tas d'immondices immangeables. Il y a là des mensonges éhontés et quelques bouts de mépris pour le petit peuple, que l'on essaye de nous faire avaler en les dissimulant sous de grosses carottes médiatiques, ou en les cachant au milieu d'un vermicelle de chiffres tronqués. Pour mieux en dissimuler le goût, elle est même saupoudrée de temps en temps de quelques condiments relevés, à base de 100 € par-ci. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.